Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il ne peut pas y avoir d'état de droit sans autorité de la chose jugée. Mais c'est toute l'humanité qui souffre, c'est le corps social lui-même qui est atteint lorsqu'un innocent est en prison. Depuis toujours, avec Marc Aurèle, avec Goethe, avec Voltaire, avec Zola, les consciences de l'humanité nous rappellent qu'il faut choisir entre une injustice et un désordre. Des combats acharnés ont été menés pour réhabiliter Calas avec Voltaire, pour réhabiliter Dreyfus avec Zola. Le législateur s'en est ému, et depuis la Révolution, mais il y avait déjà un travail depuis Louis XIV, 6 lois ont été votées, les dernières les 23 juin 1989 et 15 juin 2000. Mais le législateur se heurte au mythe de l'infaillibilité de la justice. Et pourtant, c'est bien la justice elle-même qui se grandit en reconnaissant ses erreurs. Car l'erreur est humaine, qu'on le veuille ou non, et la perfection ne sera jamais de ce monde, quels que soient les progrès de la science, quels que soient les progrès de la criminologie. Nous sommes d'autant plus interpellés que le nombre de révisions est infime. 8 depuis 1989, 9 depuis hier, avec la décision rendue par la Cour de révision dans l'affaire Iacono. Et ce, en dépit d'un avis défavorable du parquet général, pour lequel, il faut le souligner, une rétractation n'est pas un fait nouveau susceptible de créer un doute. L'avis du parquet général s'inscrivait d'ailleurs, mes chers collègues, dans la jurisprudence de la Cour de révision, c'est tout dire. Georges Fenech et moi-même, et je tiens à le remercier ici, nous nous sommes donc attachés ensemble à vous proposer un rapport d'information sur la révision des conditions des condamnations pénales, rapport qui a fait l'objet d'un vaste consensus. Je tiens ici à le remercier, publiquement et fortement, pour le travail accompli. Je tiens à remercier les services de la Commission des lois, son président, qui m'a été toujours à mon écoute, mais aussi la chancellerie et la direction des affaires criminelles et des grâces. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation nous ont consacré tout leur temps, et je n'exagère pas en le disant. Qu'ils en soient remerciés, de même que les plus hautes autorités judiciaires, et de même que l'ensemble du barreau, à commencer par le plus illustre Robert Badinter. Cette proposition de loi sur un sujet difficile qui concerne notre système judiciaire, mais qui concerne surtout des individus qui ont souffert dans leur chair alors qu'ils étaient innocents et qu'ils ont été emprisonnés, est présentée par moi-même avec la plus grande humilité. Et je veux avant tout vous remercier de me permettre ainsi de proposer une loi fondamentale pour le progrès même de notre civilisation et de notre système de droit. Comme l'écrivait le doyen Carbonnier, ce qui donne au jugement sa pleine valeur, ce n'est pas d'être conforme à la vérité absolue, où est la vérité, c'est d'être revêtu par l'État d'une force particulière qui interdit de le remettre en question parce qu'il faut une fin au litige, ce qui garantit stabilité, sécurité et paix entre les hommes. Pour aussi forte qu'elle soit, la présomption de vérité qui s'attache aux décisions de justice doit s'effacer lorsqu'elle conduit à l'erreur judiciaire. L'erreur de fait ou de droit, qu'elle soit ou non imputable à un juge. Qui pourrait accepter de laisser en prison des innocents au seul motif que l'autorité de la chose jugée interdit de les disculper ou d'alléger leur peine? Qui peut croire et respecter une justice qui n'accepterait pas de reconnaître ses erreurs et ses défaillances? En France, 2 voies distinctes et exceptionnelles permettent de revenir sur une décision erronée ou entachée d'un vice fondamental de procédure. Tout d'abord, la révision d'une condamnation pénale définitive en matière criminelle et délictuelle lorsqu'une erreur de fait caractérisée
est de nature à remettre en cause la culpabilité du condamné. Ensuite, le réexamen d'une décision pénale définitive lorsqu'une erreur de droit tenant à la violation d'une disposition protégée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite de rejuger la personne indépendamment de toute considération sur sa culpabilité. Le législateur a progressivement élargi les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être formés. Auparavant, cantonnés à des motifs objectifs et déterminés, ils se sont élargis pour mieux tenir compte du caractère relatif et contingent de la vérité judiciaire, des impératifs européens liés au progrès dû au procès équitable et de la nécessité d'ouvrir ces recours à un éventail plus large des requérants. Le recours en révision, c'est plusieurs lois, et c'est une sédimentation d'évolutions juridiques en 1800, 1808, 1813, 1867, 1895, et enfin le 23 juin 1989 et dernièrement le 15 juin 2000. Au fil des années, la révision s'est judiciarisée et s'ouvre désormais dans 4 hypothèses. L'inexistence de l'homicide, la découverte d'une condamnation inconciliable, la condamnation d'un témoin pour faux témoignage ou lorsqu'un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès est susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. 4 cas. C'est récemment ajouté depuis la loi du 15 juin 2000, et je voudrais souligner tout le rôle que Jack Lang a eu à cet effet, en renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes, le recours en réexamen, qui permet à une commission spécialisée d'ordonner le réexamen d'une condamnation prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables. 2 cas donc. Malgré l'ouverture croissante des recours en révision et en réexamen, c'est paradoxalement un nombre stable de décisions pénales qui sont remises en cause. Et je voudrais vraiment insister à ce sujet. Il y a eu 3171 requêtes en révision déposées depuis 1989. Seules 51 ont abouti à l'annulation d'une condamnation pénale et définitive, dont seulement depuis hier 9 en matière criminelle. Si l'on rajoute les 2 décisions qui ont été obtenues après 1945, c'est donc globalement une affaire tous les 10 ans. Une tous les 10 ans. Sur les 55 demandes de réexamen présentées depuis 2000, en revanche, 31 ont abouti. Chacun a à l'esprit le doute jeté sur la culpabilité du condamné dans certaines affaires, à commencer par l'affaire Seznec. Et je le dis, je le pense, je crois que si la loi que je vous propose avait été adoptée, la décision eût été différente. Et ne serait-ce que pour cela, c'est toute la justification de notre travail à Georges Fenech et moi-même. Plus préoccupante encore est la difficulté du requérant à bénéficier du doute nécessaire à la révision de son procès. Dès lors que la jurisprudence a toujours exigé un doute sérieux, raisonnable, ébranlant les fondations intellectuelles sur lesquelles repose sa condamnation, globalement, que veulent les juges? Que l'on démontre qui est le coupable. Est-ce au condamné de dire qui est le véritable coupable alors que lui-même est innocent? La procédure d'examen des requêtes en révision elle-même donne au justiciable l'impression que plusieurs organes se prononcent sur sa demande, sans partage des rôles clairs et en se contredisant parfois. La commission de révision des condamnations pénales, chargée en principe d'instruire et d'écarter les seules demandes de révision irrecevables, exerce dans les faits un filtrage sévère des requêtes en statuant sur la nature du fait nouveau, de l'élément inconnu au jour du procès et son importance sur la culpabilité du condamné. La chambre criminelle, statuant comme cour de révision, car c'est la chambre criminelle qui est la cour de révision actuellement,
sans que soient déterminés au préalable ceux qui siègent dans cette cour de révision. C'est le président lui-même qui décide. Cette chambre criminelle, en principe seule compétente pour statuer sur le fond, statue sur les demandes dont elle est saisie par la commission de révision, au risque de contredire parfois l'appréciation formulée par cette dernière sur le bien-fondé, et on l'a vu en particulier dans l'affaire Le Prince. À la rigueur de la jurisprudence et à la confusion qui caractérise la procédure en révision s'ajoutent des obstacles matériels qui empêchent les juges d'apprécier le caractère nouveau ou inconnu au jour du procès de l'élément invoqué. À défaut de pouvoir exploiter les scellés qui, comme dans l'affaire Le Prince que je citais, ont été soit prématurément détruits, soit tout simplement perdus. Comment peut-on, à partir de ce moment-là, connaître la motivation circonstanciée de l'arrêt de la cour d'assises, puisque la base même de la condamnation a disparu? Tous les avis de la Cour de cassation, rendus depuis plus de 10 années, nous invitent à modifier la loi. Il faut le soulever, le soutenir et le rappeler. En premier lieu, il s'agit de consolider les conditions d'exercice du recours en révision. Au plan matériel, l'allègement à la demande du condamné de la durée de conservation des scellés criminels, au-delà des 6 mois actuellement prévus, sera organisé. Et il y aura la systématisation de l'enregistrement sonore des débats devant les cours d'assises, ce qui permettra au juge saisi d'une demande en révision de mieux l'instruire en déterminant plus facilement la réalité du fait nouveau ou de l'élément inconnu. Comment pouvions-nous établir ce fait nouveau alors même qu'il n'y avait aucun moyen d'enregistrement de la procédure criminelle qui vous demande une seule chose: avez-vous une intime conviction, sans qu'il y ait la moindre preuve à rapporter? Au plan procédural, les prérogatives du condamné seront renforcées afin de lui permettre de demander la réalisation d'actes préalables au dépôt d'une demande en révision ou au cours de son instruction. C'est fondamental. Et la liste des personnes fondées à former un recours sera également ouverte aux concubins, aux personnes pacsées, aux petits-enfants du condamné et également au procureur général. En deuxième lieu, il est indispensable de clarifier et simplifier les procédures de révision et en réexamen tout en maintenant leur spécificité. La commission de révision des condamnations pénales, la cour de révision et la commission de réexamen dont la coexistence ne se justifie pas ou ne se justifie plus, et ce, en accord même avec Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, elles seront fusionnées en une cour de révision et de réexamen unique chargée d'examiner indifféremment les demandes en révision et en réexamen. Sa composition sera clairement établie par la loi, afin de rendre ses décisions incontestables et impartiales, et ses pouvoirs d'investigation seront renforcés pour les aligner sur ceux du juge d'instruction. En son sein seront créées 2 formations distinctes, l'une consacrée à l'instruction, l'autre affectée au jugement des demandes. La commission d'instruction sera chargée de mettre en état les affaires et de se prononcer sur la recevabilité objective de la requête. Et il est proposé de maintenir un filtrage des requêtes afin d'éviter tout engorgement de la formation de jugement. Et ce filtrage sera expressément cantonné à l'examen objectif de la réalité de l'effet du fait nouveau ou d'éléments inconnus. La formation de jugement saisie des demandes recevables statuera au fond et sera seule compétente pour apprécier l'importance du doute généré par le fait nouveau et l'élément inconnu sur la culpabilité. En dernier lieu, le texte améliore la rédaction des cas d'ouverture du recours en révision afin que le doute bénéficie aux condamnés. L'économie générale du recours en révision est maintenue, conformément aux conclusions de la mission d'information que vous avez adoptée. Ainsi, les contraventions seront exclues de ce dispositif qui concerne les condamnations les plus graves, les plus infamantes. Elle n'a pas vocation à s'ouvrir à un tel contentieux de masse qu'est celui des contraventions. La révision des décisions d'acquittement sera l'un des objets d'une discussion qui, là, nous oppose, Georges Fenech et moi-même. La révision des décisions d'acquittement n'est pas envisagée. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Tant elle est étrangère à notre histoire, à la nature du recours en révision instauré en faveur du condamné, tant elle constitue une dérogation trop importante au principe non bis in idem conventionnellement
et constitutionnellement encadrée. L'article 3 de la proposition de loi rétablit la mention de l'innocence du condamné parmi les motifs susceptibles de permettre la révision d'un procès pénal. Ce motif, qui avait été incidemment supprimé en 1989, est nécessaire lorsqu'aucune incrimination ne subsiste à la charge du condamné. Enfin, et ce point est essentiel, le législateur précisera que désormais c'est le moindre doute, et non pas le doute ou auparavant le doute sérieux, sur la culpabilité du condamné, devra entraîner la révision de la condamnation pénale. Le moindre doute, au lieu et place du doute sérieux, jusqu'alors exigé en réalité par la jurisprudence, qui n'a jamais admis le simple doute. Il s'agit là d'un signal clair, lancé par le législateur aux magistrats, afin de relativiser sans l'anéantir la présomption de culpabilité qui pèse sur le condamné en matière de révision. Au cours de la discussion, j'aurai l'occasion de vous présenter des amendements destinés, pour l'essentiel, notre président vient de le rappeler, à améliorer la rédaction du texte, en apportant d'utiles précisions sur la composition de la nouvelle cour de révision et de réexamen, en renforçant les garanties accordées en partie au cours de l'instruction et de l'examen de la requête. Je vous proposerai en particulier de permettre aux victimes d'intervenir dès le stade de l'instruction et de l'examen de la recevabilité des requêtes, et non pas simplement, comme c'est le cas aujourd'hui, au stade du jugement de la demande. Je vous soumettrai également un amendement tendant à instaurer un système de représentation ou d'assistance obligatoire devant la Cour de révision et de réexamen, car il est vrai, les professionnels de la justice, en particulier les avocats, sont trop absents. Et ceci afin d'améliorer la qualité des requêtes présentées et de renforcer l'égalité des justiciables devant la justice. J'évoquerai enfin la nécessité de rendre plus contradictoire la procédure de suspension de l'exécution de la condamnation, en permettant de contester la décision de la commission d'instruction par les deux parties, et le parquet et le condamné, devant la formation de jugement, ce qui n'existe pas actuellement. Je vous inviterai donc à adopter cette proposition de loi qui, vous l'aurez compris, entend prescrire, avec plus de justesse et de justice, les formes dans lesquelles une erreur judiciaire doit être réparée, condition d'un État de droit respecté et irréprochable. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.